Introduction à l'univers des francs-maçons. Bienvenue dans ce voyage calme et éclairant qui nous invite à pénétrer doucement dans l'univers mystérieux des francs-maçons. Comprendre qui sont ces individus réunis par des liens souvent méconnus est un pas essentiel pour démystifier une institution ancienne, pleine de symboles et de traditions. Les francs-maçons, loin d'être une simple société secrète, représentent une société initiatique où se mêlent philosophie, histoire et volonté d'amélioration personnelle et collective. Le terme franc-maçon dérive probablement des compagnons bâtisseurs du Moyen-Âge, ces artisans du bâti qui maîtrisaient l'art de la pierre et de la construction. Pour eux, la maçonnerie ne se limitait pas à l'usage d'outils matériels, mais comportait également une dimension spirituelle liée à l'édification intérieure. Au fil des siècles, cette profession d'artisan s'est transformée en une confrérie symbolique où les règles et rituels portent un sens plus profond lié à la sagesse et à l'éthique. Historiquement, la première grande loge, considérée comme la véritable origine de la franc-maçonnerie moderne, fut fondée à Londres en 1687, réunissant des loges spécifiquement organisées. Ce moment marque la transition d'un groupe d'artisans en une organisation structurée, préoccupée par des idéaux humanistes plutôt que par des savoirs techniques seuls. Cette évolution permit à la franc-maçonnerie de s'étendre rapidement en Europe et ailleurs, captivant de nombreuses personnalités issues de divers horizons. La franc-maçonnerie repose sur plusieurs principes clés, dont la liberté de penser, la tolérance, la recherche de la vérité et la fraternité universelle. Ces idéaux ont souvent attiré des intellectuels, des artistes et des leaders politiques fascinés par la possibilité de s'engager dans un chemin d'élévation morale et sociale. Le respect de ces valeurs tend à créer une atmosphère de confiance et d'échange, favorisant le dialogue entre individus aux convictions variées. Un aspect important concerne les rituels et symboles utilisés dans les loges. Ces éléments, souvent perçus comme énigmatiques, servent en réalité à transmettre des enseignements et à renforcer l'esprit de groupe. Parmi ces symboles, on retrouve l'équerre et le compas, outils d'origine maçonnique représentant l'équilibre et la mesure, mais aussi la proportion dans les actions humaines. Les rituels, quant à eux, marquent les différentes étapes de l'initiation, accompagnant le nouvel entrant dans sa quête de connaissances. Malgré sa transparence relative, la franc-maçonnerie a suscité au fil du temps de nombreuses suspicions et légendes. Certaines théories improbables font état d'une conspiration mondiale, tandis que d'autres voient dans les francs-maçons des gardiens d'un savoir ancien. Cette réputation a souvent été alimentée par le secret relatif aux détails des rites, ainsi que par l'influence réelle ou supposée de certains membres dans les affaires politiques, économiques ou religieuses. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Au-delà des clichés, la franc-maçonnerie apparaît comme un espace de réflexion et d'entraide, où les membres s'efforcent d'améliorer leur environnement immédiat et de développer des valeurs éthiques. La sociabilité, l'apprentissage mutuel et le respect des différentes croyances figurent souvent au cœur des préoccupations maçonniques. Ces valeurs expliquent pourquoi cette institution perdure et attire toujours de nouveaux adhérents. Le parcours initiatique proposé par la franc-maçonnerie est conçu pour ouvrir progressivement l'esprit à la connaissance et à l'examen de soi. Il se décline en plusieurs degrés, chacun proposant une étape supplémentaire dans la compréhension des symboles et des idées fondamentales. Ce format permet d'apprendre en douceur, sans précipitation, les fondements philosophiques tout en développant un sentiment d'appartenance à un groupe aux valeurs partagées. La place donnée à la recherche de la vérité individuelle ne signifie pas une remise en cause de la raison ou de la science, mais plutôt une ouverture vers des réponses qui dépassent souvent les évidences immédiates. La franc-maçonnerie encourage l'exploration personnelle ainsi que la tolérance face aux différences d'opinion et de croyances, formant un cadre propice à la croissance intellectuelle et morale.
La diversité culturelle et historique des loges permet aussi d'observer comment les francs-maçons adoptent des pratiques variées, adaptées aux contextes locaux. Néanmoins, l'essence commune reste la quête d'une meilleure compréhension de soi et de l'humanité, fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Cette constance permet à la franc-maçonnerie de traverser les époques sans perdre sa pertinence pour ceux qui choisissent de s'y engager. Les documents et archives disponibles fournissent de précieux renseignements sur les origines et l'évolution de cette société. Beaucoup d'historiens soulignent l'importance de ne pas confondre la franc-maçonnerie avec les caricatures souvent véhiculées. Le sérieux des travaux maçonniques s'inscrit dans une tradition d'apprentissage éthique et symbolique, renforçant l'idée d'une institution tournée vers l'avenir plutôt que vers la complotisme ou la fermeture. En parcourant les différentes époques, on constate que la franc-maçonnerie a souvent joué un rôle significatif dans les grands mouvements sociaux et intellectuels. Par exemple, nombre de figures des Lumières étaient liées à cette institution, contribuant ainsi à diffuser des idées de progrès, de droits universels et de rationalité. Cela conforte l'image d'un groupe agissant au-delà de ses murs, influençant positivement la société dans son ensemble. Les femmes, longtemps exclues des loges traditionnelles, ont vu apparaître au fil du temps des organisations mixtes ou féminines, témoignant d'une évolution progressive vers une ouverture plus large. Cette évolution illustre la capacité d'adaptation d'une institution vieille de plusieurs siècles, toujours à la recherche d'un équilibre entre tradition et modernité. Le fonctionnement interne repose sur la démocratie et le respect des volontés individuelles avec des assemblées où se prennent les décisions importantes. Les francs-maçons sont ainsi encouragés à être acteurs de leur propre cheminement, alimentant ainsi une dynamique collective fondée sur la participation et le dialogue. Enfin, il est important de rappeler que, malgré les nombreux écrits et enquêtes autour de la franc-maçonnerie, une part de mystère demeure, liée à la nature même de ces pratiques et à la volonté de préserver une certaine intimité. Ce mystère contribue, sans doute, à maintenir l'intérêt autour de cette institution, mais aussi à inciter chacun à en découvrir par soi-même les vérités au-delà des idées reçues. Cette introduction posée, nous pouvons désormais explorer plus en détail les symboles, les rituels spécifiques et les histoires fascinantes qui entourent les francs-maçons. La prochaine étape nous conduira au cœur même des pratiques initiatiques qui définissent cette société unique. Sous un regard apaisé et réfléchi, prêt à accueillir une plongée nouvelle dans cet univers discret et intrigant. Les origines historiques des francs-maçons. La franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne s'est pas formée en une seule étape. Elle provient d'une évolution lente, où les rituels du métier se sont mêlés à des valeurs humanistes et philosophiques. Les tailleurs de pierre, par exemple, utilisaient des signes et des mots secrets pour reconnaître les compétences d'un collègue. Cela permettait de garantir la sécurité et l'intégrité du chantier. Ces pratiques, au départ purement fonctionnelles, ont progressivement pris une dimension symbolique. La transmission du savoir dépassait la simple technique artisanale. Les archives montrent que les premières traces écrites de ces groupes organisés apparaissent dans les villes et régions d'Europe occidentale aux alentours du XIIIe siècle. À cette époque, les grands chantiers, comme la construction des cathédrales, nécessitaient une main-d'œuvre qualifiée et disciplinée. Les compagnons maçons se déplaçaient fréquemment, contribuant à la diffusion de leurs savoirs et coutumes. Par ailleurs, ils établissaient des chartes afin de réglementer leurs relations professionnelles et leurs obligations mutuelles. Ces documents témoignent d'un début d'organisation interne fondée sur la confiance et la loyauté. Les éléments rituels et symboliques des francs-maçons ont des liens étroits avec l'art de bâtir. Certains outils, comme l'équerre et le compas, deviennent des métaphores de la rectitude morale et de la mesure dans la conduite personnelle. Ces symboles sont adoptés pour évoquer des principes éthiques et un engagement à l'amélioration de soi. La maîtrise des règles de construction,
reflète alors la maîtrise de ses propres actions et pensées. Ainsi, la franc-maçonnerie se dégage progressivement de son cadre strictement opératif pour intégrer des dimensions spirituelles et intellectuelles. L'absence de mysticisme dans ses débuts est essentielle à comprendre l'authenticité historique du mouvement. Les francs-maçons d'origine étaient avant tout des artisans cherchant à protéger leur métier. Les rituels suivaient un format simple, pragmatique et utilitaire. Ce n'est qu'avec le temps que des idées philosophiques d'enlightenment ont été intégrées, donnant naissance à ce que l'on appelle la franc-maçonnerie spéculative. Cette évolution marque un passage d'un groupe corporatif à une société initiatique ouverte à des membres sans compétences manuelles spécifiques. Un personnage clé pour saisir cette transition est Elias Ashmole, antiquaire anglais du XVIIe siècle, qui a contribué à l'intégration des idées ésotériques dans la franc-maçonnerie. Cependant, ces contributions ne doivent pas effacer les fondements pratiques et historiques. Une autre figure notable est James Anderson, pasteur écossais, connu pour avoir rédigé les constitutions maçonniques en 1626, réaffirmant les règles et valeurs du mouvement en les ancrant dans la moralité et la fraternité. Ces documents servent encore aujourd'hui de référence aux loges maçonniques. En poursuivant l'analyse historique, il apparaît que le rôle politique de la franc-maçonnerie naît également à cette époque. Les membres, souvent issus d'une élite intellectuelle et bourgeoise, utilisaient cette plateforme pour échanger des idées et défendre des réformes sociales. La nature secrète des réunions assurait la liberté de parole dans des sociétés souvent dominées par des régimes autoritaires. Pourtant, cette dimension politique ne correspond pas à l'essence première des francs-maçons, qui restent avant tout liés à leur métier et à leurs valeurs éthiques. Les archives européennes révèlent également des influences croisées avec d'autres mouvements sociaux, tels que les guildes médiévales ou les confréries religieuses, chacune apportant ses propres rituels et symboles. Cette mixité a enrichi le patrimoine maçonnique, offrant une variété d'interprétations et de façons de concevoir l'appartenance. Malgré cette diversité, une constante demeure, le serment de confidentialité et l'engagement à respecter les règles internes, fondamentaux pour maintenir la cohésion du groupe. Il est important de souligner que l'architecture symbolique des francs-maçons s'inspire souvent de la symbolique ancienne, comme celle de la Bible, notamment les ouvrages liés au roi Salomon et à son temple. Ce riche imaginaire alimente les rituels et confère une profondeur historique à la franc-maçonnerie, tout en restant ouverte à une interprétation rationnelle. Cette inspiration scripturaire répond à la volonté d'ancrer le groupe dans une tradition de sagesse et d'harmonie universelle, sans pour autant glisser dans une mystique inaccessible. Dans ce contexte, la franc-maçonnerie apparaît comme un lieu de rencontre entre le savoir-faire artisanal, les valeurs humanistes et l'aspiration au progrès moral. Le passage du statut de compagnon à celui de maître symbolise non seulement une compétence technique, mais aussi un engagement à la vie collective et à l'amélioration continue. Cette progression hiérarchique est rythmée par des cérémonies précises et un langage codifié qui renforce le sentiment d'appartenance et la transmission du patrimoine immatériel. Le Moyen Âge, souvent perçu comme une période obscure, révèle ici une complexité sociale riche, où les francs-maçons ont joué un rôle important dans la structuration des savoirs et la diffusion d'une éthique professionnelle. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'une organisation secrète née d'une conspiration, mais d'une évolution naturelle des regroupements professionnels qui ont su s'adapter et se transformer en sociétés initiatiques ouvertes. Cette histoire démontre la capacité des corps de métier à évoluer vers des formes plus élaborées de cohésion sociale. Au XIIe siècle, les premières grandes cathédrales gothiques émergent en Europe. Ces constructions monumentales nécessitant une organisation rigoureuse des travailleurs. Les maîtres bâtisseurs contrôlent les plans, les épreuves et les carrières, tandis que les compagnons exécutent les tâches spécialisées.
Ce système hiérarchique exige une forte discipline et un échange permanent des connaissances. Les francs-maçons constituent donc un réseau de compétences et d'enseignement continu qui dépasse souvent les frontières régionales. Une autre facette intéressante des francs-maçons médiévaux réside dans leur mobilité. Les compagnons maçons fréquentaient différents chantiers à travers l'Europe. Cette pratique favorisait la diffusion des innovations techniques et des idées. Elle créait aussi un lien entre diverses régions, permettant un brassage culturel et professionnel. Cette mobilité justifie en grande partie la création de codes et de signes communs, essentiels au repérage des membres dans des environnements inconnus. Cet aspect pragmatique démontre le sérieux et l'aspect fonctionnel des premiers maçons. Le respect des règles internes garantit la qualité du travail et la bonne réputation de la corporation. Les sanctions pour non-respect des normes pouvaient être sévères, allant parfois jusqu'à l'exclusion. Cette rigueur contribue à la valorisation de la profession et à la transmission responsable des savoirs. Par ailleurs, la franc-maçonnerie intégrera plus tard la dimension morale dans ses règles, insistant sur le respect du secret et de l'intégrité. Cette évolution marque l'empreinte humaniste que prendra la fraternité. L'émergence de loges maçonniques plus formelles au XVIIe et XVIIIe siècle traduit la nécessité d'organiser la franc-maçonnerie au-delà des structures corporatives traditionnelles. Ces loges deviennent des lieux de rencontre, d'enseignement et de débats philosophiques. Elles accueillent des membres issus de domaines variés, ce qui participe à l'élargissement de la base sociale du mouvement. Ce développement encourage une universalité des valeurs maçonniques, favorisant l'échange entre différentes cultures et pensées. En conclusion, les racines anciennes des francs-maçons reposent sur des bases concrètes et historiques, liées au métier du bâtiment et au corporatisme médiévaux. Leur évolution progressive vers une société initiatique reflète une adaptation aux contextes sociaux et culturels changeants. Se détachant progressivement de leur matérialité technique, les francs-maçons ont développé un système symbolique et éthique destiné à promouvoir un idéal d'harmonie et de fraternité. Ce cheminement constitue la clé indispensable pour comprendre les mystères entourant cette institution. Ainsi se termine ce panorama des origines historiques des francs-maçons, jetant les bases nécessaires à l'étude des aspects plus ésotériques et symboliques qui suivront. Nous allons maintenant aborder la manière dont ces fondements ont évolué avec l'intégration des idées philosophiques et des courants intellectuels du siècle des Lumières, donnant une nouvelle dimension à la franc-maçonnerie, les symboles fondamentaux et leur signification. Les francs-maçons, souvent entourés de mystères, utilisent depuis des siècles un ensemble de symboles dont la signification dépasse la simple esthétique. Parmi ces symboles, l'équerre et le compas occupent une place centrale, agissant comme des éléments fondamentaux qui guident les pratiques et les enseignements maçonniques à travers leurs formes rigoureuses et leurs valeurs symboliques précises. L'équerre, outil traditionnel de l'artisan tailleur de pierre, représente avant tout la rectitude morale et l'équité. Dans la tradition maçonnique, elle symbolise la droiture à maintenir dans toutes les actions humaines. En ce sens, elle est un rappel constant pour les membres d'agir avec honnêteté et justice, principes essentiels au sein de la fraternité. Les dimensions exactes de l'équerre utilisées dans les rituels ne sont pas aléatoires. Elles traduisent un équilibre recherché entre rigueur et adaptabilité. Le compas, quant à lui, est l'instrument permettant de tracer des cercles parfaits. Il est associé à la notion de limite, de contrôle et d'autodiscipline. Dans le contexte maçonnique, il invite les initiés à contenir leur passion et à définir clairement les frontières morales à ne pas dépasser. Ce symbole transmet un message de modération et d'harmonie, incitant chaque frère à réguler son comportement à l'intérieur de ce cercle de vertu. L'association de l'équerre et du compas, souvent représentés ensemble, illustre l'équilibre entre la rigueur morale et la capacité à modérer ses actions. Ces deux instruments conjoints, formant un emblème reconnaissable,
symbolise la dualité nécessaire à un développement personnel harmonieux. L'intersection des deux outils n'est pas un simple hasard graphique. Elle incarne une union fondamentale entre rectitude et retenue. Cette combinaison sert aussi à marquer les limites entre les sphères individuelles et sociales. D'autres symboles complètent ce tableau, tels que la pierre brute et la pierre polie, représentant respectivement l'homme dans son état naturel et son évolution vers la perfection morale. La pierre brute, rugueuse et non façonnée, rappelle à chaque franc-maçon son devoir d'auto-amélioration. Le travail sur soi-même nécessite un investissement constant, dont l'équerre et le compas sont les guides symboliques. Les colonnes, fréquemment présentes dans les loges, sont aussi porteuses de signification. Elles évoquent la stabilité et le soutien. Les deux colonnes principales, nommées Boaz et Jachin, figurent à l'entrée du temple de Salomon, lieu fondateur de la symbolique maçonnique. Cette référence historique ancre fermement le symbolisme dans un contexte biblique reconnu, sans toutefois en faire un dogme religieux. Il est important de noter que la signification attribuée à ces symboles évolue légèrement selon les différentes obédiences maçonniques. Cependant, leur fonction de guide dans la progression initiatique demeure constante. Les symboles agissent comme des outils de réflexion, invitant à méditer sur les valeurs de la fraternité, de la sagesse et de la vérité. Leur répétition lors des cérémonies ne vise pas à impressionner l'auditoire, mais à renforcer l'enseignement transmis. Le rôle des symboles s'inscrit également dans la pédagogie maçonnique. En effet, chaque élément visuel ou matériel est conçu pour susciter une interrogation intérieure et une compréhension progressive. L'équerre et le compas ne sont donc pas que des emblèmes décoratifs, mais des instruments didactiques essentiels. Ils accompagnent chaque étape de l'initiation, prolongeant ainsi leur usage bien au-delà d'une simple représentation graphique. Certains chercheurs ont établi que le compas correspond aussi à la sphère céleste, représentant l'univers et l'infini. Cette dimension cosmique élargit la portée du symbole au-delà de l'ambition personnelle, y intégrant une vision plus vaste de l'ordre naturel. En parallèle, l'équerre est parfois lié à la Terre, à la matérialité concrète et aux normes terrestres de la conduite humaine. Le dialogue entre terre et ciel devient alors un fil conducteur méditatif. Les couleurs associées aux symboles ont une valeur spécifique. Le blanc renvoie à la pureté et à la vérité, tandis que le bleu évoque la sagesse et la fidélité. Dans les loges, les outils sont souvent présentés dans ces teintes pour renforcer leur message. Cet usage des couleurs s'ajoute à la dimension visuelle du symbolisme, créant une ambiance propice au recueillement et à la réflexion paisible. Au-delà des instruments, d'autres symboles fréquents, comme la lettre G, au centre du compas dans certaines traditions, sont chargés de multiples interprétations. Cette lettre peut désigner à la fois le grand architecte de l'univers, principe de l'ordre cosmique, et la géométrie, science considérée comme fondamentale pour comprendre le monde visible et invisible. Ces notions confirment que le symbolisme maçonnique s'appuie sur un socle rationnel et philosophique. Les rituels maçonniques accompagnent ces symboles par un ensemble de gestes précis et mesurés, visant à inculquer les valeurs qu'ils portent. La répétition des pratiques, sans geste excessif ni démonstration dramatique, assure un climat de sérénité. Cette sobriété exprime le respect pour la tradition et la profondeur des enseignements, loin de toute forme d'exubérance émotionnelle. Il n'y a donc pas de place dans ces pratiques pour une dramatisation inutile. Le symbolisme fonctionne essentiellement par l'évocation discrète de concepts universels et intemporels. Cette approche facilite une écoute calme et méditative, parfaitement adaptée à des environnements où la concentration et la réflexion intérieure sont privilégiées. Le message en ressort d'autant plus clair et durable. L'étude des symboles maçonniques révèle aussi une volonté de garder une certaine réserve. Leur compréhension complète se construit dans la durée,
au fil des expériences et des échanges entre membres. Cette progression graduelle empêche les simplifications hâtives et invite chaque initié à approfondir ses connaissances à son rythme. Ainsi, le symbolisme s'inscrit dans une démarche évolutive. Les francs-maçons du monde entier partagent ces symboles, ce qui renforce leur sentiment d'appartenance à une communauté universelle. Cette homogénéité contribue à diffuser les mêmes valeurs fondamentales, quelles que soient les origines culturelles et géographiques des membres. L'équerre et le compas deviennent alors des marques d'unité entre des personnes qui cherchent à s'améliorer. Le symbolisme maçonnique est également étudié par de nombreux historiens et spécialistes des sciences humaines. Ces experts s'accordent à dire que les symboles exercent une fonction sociale importante en structurant l'identité collective. Ils contribuent à définir un code commun, tacite et partagé, assurant la cohésion interne et la continuité des traditions. Leur utilisation dépasse donc le seul cadre initiatique. Nous constatons aussi que les symboles ont une capacité à évoluer en fonction des époques et des contextes. Par exemple, l'équerre et le compas ont intégré des interprétations modernes liées à la psychologie et au développement personnel. Cette adaptabilité témoigne de la vitalité de la franc-maçonnerie, qui sait préserver son héritage tout en restant ouverte à de nouvelles lectures. En résumé, l'équerre et le compas demeurent des symboles fondamentaux, porteurs de principes clairs et universels. Leur importance réside dans leur pouvoir de guider, enseigner et unir. Cette dimension n'est jamais figée, mais constamment renouvelée par les réflexions et les pratiques des membres. Le symbolisme maçonnique s'affirme ainsi comme un langage subtil et riche, au service de la quête humaine d'équilibre et de sagesse. La compréhension de ces symboles invite à dépasser les idées reçues et les interprétations, fantaisistes souvent véhiculées par la rumeur ou la fiction. Ils sont plus que des images, ce sont des instruments de connaissance et de progrès. La simplicité visuelle masque une complexité intellectuelle et morale qui s'épanouit dans l'expérience quotidienne de chaque franc-maçon. En poursuivant l'exploration des symboles, il sera nécessaire d'aborder comment ces éléments sont intégrés aux rituels et à la vie collective. Le rôle des traditions orales, des enseignements et des échanges fraternels contribue à approfondir leur signification. Ce cheminement patient permet de révéler d'autres dimensions, souvent moins visibles, mais tout aussi essentielles. Ainsi, ces symboles, loin d'être figés, forment une trame vivante au cœur de la franc-maçonnerie. Ils participent à une construction permanente de sens, reliant chaque initié à son histoire personnelle et à une communauté plus vaste. Cette interaction entre le soi et le collectif enrichit l'expérience maçonnique, source d'inspiration et de sérénité. Dans les prochaines pages, nous étudierons plus précisément l'utilisation rituelle des symboles et la manière dont ils orientent les comportements et les représentations. Ce sera l'occasion de découvrir des aspects souvent méconnus mais indispensables à la compréhension complète de la franc-maçonnerie. La richesse du symbolisme se révélera alors sous un jour nouveau, la structure hiérarchique de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une organisation structurée avec une hiérarchie bien définie qui guide le fonctionnement des loges et l'évolution de ses membres. Chaque maçon débute son parcours dans une loge, lieu principal où se déroulent les réunions et les rituels. La loge est composée d'un ensemble de membres regroupés suivant des critères précis, notamment l'ancienneté, l'engagement personnel et la connaissance des enseignements maçonniques. Cette organisation interne est essentielle pour maintenir l'ordre et assurer la transmission des valeurs au sein de la société maçonnique. Les loges sont dirigées par une autorité spécifique appelée le Vénérable Maître. Il occupe la position la plus élevée dans la hiérarchie locale et supervise l'ensemble des activités. Ce titre est accordé généralement pour une durée déterminée, souvent 1 an, durant laquelle le Vénérable Maître pilote les réunions et veille au respect des règles établies par les constitutions maçonniques. En compagnie de son conseil, il est responsable de l'organisation logistique et de la gestion de la loge.
ainsi que des relations avec les autres institutions maçonniques. Sous l'autorité du vénérable maître, d'autres officiers ont des fonctions bien précises. Le premier surveillant est chargé de l'instruction des apprentis et assure leur formation initiale. Il veille à ce que chaque nouvel initié comprenne les symboles et les rituels essentiels. Le second surveillant supervise, quant à lui, les compagnons, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé la première étape et approfondissent leur connaissance des enseignements maçonniques. Ces rôles garantissent une progression structurée pour tous les membres, renforçant ainsi les bases de la fraternité. La hiérarchie ne s'arrête pas à la loge locale. Au-delà, plusieurs degrés existent, chacun marquant une étape dans l'avancement initiatique. Les degrés symbolisent un approfondissement des connaissances et une part plus importante de responsabilité. Le premier degré est celui d'apprenti, une phase d'apprentissage et d'adaptation au code de la franc-maçonnerie. Viennent ensuite le degré de compagnon, qui prépare à une maîtrise plus complète des enseignements. Et enfin, le degré de maître, qui témoigne de la pleine intégration du franc-maçon au sein de la communauté. Parmi les degrés supérieurs, il existe des rangs spécifiques qui varient selon les rites pratiqués. Notamment, le rite écossais ancien est accepté. Ces degrés, souvent détaillés jusqu'à un nombre élevé, abordent des aspects philosophiques et historiques complexes. Chaque niveau requiert du membre une implication plus grande, non seulement dans la connaissance des symboles, mais aussi dans la contribution à la gestion de la loge ou à la diffusion des valeurs maçonniques. La progression se fait lentement, chaque étape étant validée par des cérémonies précises. Les responsabilités au sein des loges sont donc partagées entre plusieurs figures clés. Le secrétaire assure la tenue des registres et la correspondance, tandis que le trésorier gère les finances. Ces postes administratifs garantissent la stabilité organisationnelle et la transparence, indispensables pour la pérennité de l'institution. D'autres rôles moins visibles sont aussi essentiels, comme le maître des cérémonies chargé de la bonne tenue des rituels et des protocoles, veillant à ce que les traditions soient respectées rigoureusement. Le fonctionnement des loges repose aussi sur un principe démocratique. Les décisions importantes sont prises collectivement lors des assemblées générales, où chaque membre peut s'exprimer. Ce mode d'organisation assure une certaine égalité entre frères, même si la hiérarchie reste présente pour la bonne organisation des travaux. L'équilibre entre autorité et participation collective est une caractéristique fondamentale qui permet à la franc-maçonnerie de fonctionner harmonieusement, en évitant les conflits internes. Par ailleurs, la franc-maçonnerie accorde une importance particulière à la confidentialité. Chaque membre est tenu au secret sur les détails des rituels et sur les discussions internes. Ce code de discrétion est considéré comme un élément fondamental pour préserver la sincérité des échanges et la confiance au sein de la loge. Il garantit que les affaires internes restent protégées de l'influence extérieure, ce qui est essentiel pour conserver l'intégrité de l'organisation. Les loges peuvent varier en taille et en influence, allant de petites cellules de quelques membres à des assemblées nationales ou internationales. Certaines loges sont historiques, avec des archives remontant à plusieurs siècles, tandis que d'autres sont plus récentes, nées de mouvements de renouveau maçonnique. Cette diversité témoigne de l'adaptabilité de la structure à différents contextes culturels et géographiques, tout en conservant des principes communs. Ainsi, chaque loge, même avec son originalité, s'inscrit dans un réseau global qui définit la franc-maçonnerie. Il est intéressant de noter que le parcours initiatique au sein de la franc-maçonnerie est aussi un cheminement personnel. Chaque membre évolue selon son rythme, ses capacités d'assimilation et sa motivation. La hiérarchie ne doit pas être perçue comme une simple chaîne de commandement, mais plutôt comme un guide qui accompagne la progression intellectuelle et morale des frères. Ce fonctionnement permet d'adapter l'enseignement à chaque individu tout en préservant l'unité et la cohérence du groupe. On trouve également au sein des structures maçonniques des assemblées plus larges, comme les grandes loges et les suprêmes conseils,
qui supervisent diverses loges locales. Ces instances centrales définissent les règlements, harmonisent les pratiques et veillent au respect des traditions établies depuis longtemps. Elles jouent un rôle important dans la reconnaissance mutuelle des obédiences maçonniques, ce qui contribue à maintenir une certaine universalité malgré les différences régionales. Les rituels eux-mêmes sont répartis selon la progression dans les degrés. Chaque rituel comprend une série de paroles, de gestes et de symboles qui marquent un passage et renforcent le lien entre les membres. Ils sont réalisés dans des moments solennels et selon un protocole strict qui nécessite un apprentissage précis. La maîtrise de ces aspects permet aux francs-maçons de mieux comprendre les valeurs et la philosophie de l'organisation, ainsi que son rôle spécifique dans la société. À travers cette structure complexe, la franc-maçonnerie cherche à créer un environnement propice à la réflexion et à l'amélioration de soi. La hiérarchie n'est pas un simple mécanisme de pouvoir, mais un moyen de canaliser les efforts individuels vers un but collectif. Les membres sont encouragés à contribuer activement à la vie de la loge, tout en respectant un cadre défini qui assure la continuité et la cohésion du groupe. C'est par ce système que la franc-maçonnerie maintient sa pérennité et son influence à travers les siècles. L'histoire de la formation des loges remonte à plusieurs siècles, avec des évolutions importantes. Au fil du temps, de nouvelles fonctions ont émergé pour répondre aux besoins grandissants de l'organisation. Par exemple, le rôle d'orateur est apparu pour traiter des questions légales et morales, apportant soutien et conseils lors des débats internes. Ces adaptations reflètent la capacité de la franc-maçonnerie à évoluer tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux, ce qui explique en partie sa longévité. Un aspect particulier de la hiérarchie est la distinction entre les masques publics et privés. Tandis que certaines fonctions sont visibles et reconnues à l'extérieur de la franc-maçonnerie, beaucoup d'autres restent strictement internes et ritualisées. Cette dualité permet de protéger la nature initiatique des enseignements, tout en facilitant les échanges avec le monde extérieur. Cela démontre également l'importance que les francs-maçons accordent à la confidentialité et au respect des traditions anciennes, éléments constitutifs de leur identité. Il peut être utile de mentionner des figures historiques qui ont influencé cette organisation. Par exemple, des grands maîtres célèbres ont contribué à définir les codes et les structures actuelles. Ces personnalités ont su allier rigueur et ouverture d'esprit pour faire évoluer la franc-maçonnerie dans une époque donnée. Leur héritage est encore perceptible dans la manière dont les loges fonctionnent aujourd'hui, attestant la continuité d'une tradition robuste et dynamique. Dans le quotidien des loges, la vie fraternelle est également un élément clé. Les réunions sont l'occasion de partager des réflexions, d'examiner des projets communs et de renforcer les liens entre membres. Le rôle social de cette structure est ainsi important, car il permet de créer des réseaux solides et durables. Cette dynamique collective contribue à la stabilité de la franc-maçonnerie et à son rayonnement dans la société civile, où ses membres peuvent agir en tant qu'individus éclairés. Enfin, la notion d'initiation progressive au travers des degrés et des fonctions conditionne la participation pleine et active de chaque franc-maçon. Ce modèle permet d'alterner moments d'écoute, d'enseignement et de responsabilité, donnant à chacun la possibilité d'évoluer selon ses capacités. La hiérarchie dans cet organisme est donc une invitation à la croissance personnelle et à l'engagement collectif, ce qui constitue l'un des fondements essentiels de la franc-maçonnerie. Ainsi, la structure hiérarchique de la franc-maçonnerie, avec sa complexité et sa précision, crée un cadre propice à la transmission des savoirs et à la cohésion des membres. Ce fonctionnement organisé garantit la pérennité des traditions tout en permettant une certaine flexibilité. La franc-maçonnerie se présente ainsi comme une institution où les rôles, les degrés et les responsabilités s'articulent pour former un tout cohérent, reflétant la richesse et la profondeur de cette organisation séculaire. C'est dans ce contexte que l'étude des rituels et de leur place au sein des différents degrés
vient compléter la compréhension de la structure interne. La prochaine partie abordera justement cette dimension rituelle qui est au cœur de l'expérience maçonnique et qui confère toute sa profondeur symbolique à l'ensemble de la démarche initiatique. Les rituels maçonniques et leurs fonctions. Les francs-maçons pratiquent une série de rituels spécifiques dont la fonction dépasse souvent la simple cérémonie. Ces pratiques sont au centre de la vie maçonnique et servent principalement à renforcer les liens entre les membres ainsi qu'à transmettre des enseignements symboliques précis. Chaque rite possède une structure particulière, constituée d'étapes codifiées, qui accompagnent l'initié à travers un parcours symbolique et historique. Le premier aspect à considérer est l'initiation, qui représente le passage fondamental pour toute personne souhaitant rejoindre la franc-maçonnerie. Cette cérémonie est conçue pour immerger l'initié dans une expérience riche en symboles, qui vise à éveiller sa conscience sur des valeurs morales et éthiques. L'initiation se déroule généralement dans une loge, espace sacré où se réunissent les membres. Elle inclut des gestes, des paroles et des objets précis tels que la lumière, l'équerre ou le compas, qui prennent un sens particulier dans ce contexte. Pendant l'initiation, l'initié est souvent conduit à travers diverses étapes, qualifiées de degrés. Chaque degré correspond à un niveau de connaissance et d'engagement. Le passage d'un degré à un autre est marqué par une cérémonie spécifique qui met en scène des enseignements adaptés aux responsabilités et aux devoirs que le nouveau degré implique. La progression dans ces degrés offre une continuité dans le parcours symbolique, chaque étape approfondissant la connaissance personnelle et collective. Par ailleurs, les rituels maçonniques comportent aussi des tenues, réunions régulières lors desquelles les membres se rassemblent pour réaliser des travaux rituels, échanger et approfondir leur compréhension. Ces tenues sont gouvernées par un protocole strict qui vise à garantir le respect des traditions et la cohésion du groupe. Les symboles utilisés lors de ces réunions ne sont pas des éléments décoratifs, mais des supports pédagogiques qui facilitent la méditation sur des principes universels tels que la justice, la liberté ou la fraternité. Il est important de noter que ces rituels ne sont pas conçus pour impressionner ou pour susciter une émotion dramatique, mais au contraire pour inviter à une réflexion calme et raisonnée. La mise en scène, bien que codifiée, agit plutôt comme un cadre propice à une introspection profonde et à un dialogue symbolique entre les membres. Cette approche garantit que les messages transmis restent constants et universels malgré les différences culturelles ou historiques. Un autre élément clé des rituels est leur dimension communautaire. En participant à ces cérémonies, les membres renforcent un sentiment d'appartenance et de solidarité. Ces moments partagés leur permettent également de maintenir une continuité dans la pratique, assurant ainsi la transmission des traditions de génération en génération. Le rituel sème les valeurs au sein de la communauté, en créant un espace où les principes maçonniques sont vécus et incarnés. Les symboles présents dans les rituels ont souvent des origines anciennes et multiples, puisant dans différentes traditions philosophiques, religieuses et culturelles. Cette richesse symbolique confère à chaque cérémonie une profondeur particulière, favorisant un travail personnel qui va au-delà des simples mots. Par exemple, le symbole de la pierre brute et de la pierre taillée illustre le processus de perfectionnement individuel, central à la pratique maçonnique. Enfin, les rituels maçonniques ne se limitent pas à des pratiques isolées. Ils s'inscrivent dans un cadre plus large de valeurs éthiques et sociales. Le respect, la tolérance, la quête de vérité sont autant de principes que chacune de ces cérémonies cherche à promouvoir. Ainsi, la fonction fondamentale des rituels est autant de renforcer l'identité du groupe que d'inspirer ses membres à vivre ses idéaux au quotidien. À mesure que l'initié avance dans son parcours rituel, il découvre une cohérence interne qui relie chaque geste à une leçon morale. Ce cheminement symbolique est conçu pour accompagner l'individu non seulement dans son engagement maçonnique, mais aussi dans son développement personnel et spirituel. La répétition des cérémonies assure une appropriation progressive de ces enseignements,
transformant la connaissance abstraite en expérience concrète. Le déroulement précis des rituels reflète également une organisation rigoureuse de la loge. Chaque participant y a un rôle défini, ce qui contribue à la dynamique collective tout en valorisant l'engagement individuel. Cette répartition des fonctions lors des cérémonies permet de créer un équilibre entre chacun des membres, renforçant ainsi la cohésion et la solidarité au sein du groupe. L'absence de toute dramatisation ou interprétation subjective dans ces rituels souligne leur volonté d'être accessibles et universels. Ils sont conçus pour servir de cadre structurant à une expérience partagée où le plus important est la transmission de valeurs et de connaissances. Cette approche sobre assure aux rituels une pérennité et une stabilité dans leur mise en œuvre, quelles que soient les époques ou les régions. Les rituels maçonniques accueillent aussi parfois des éléments nouveaux, adaptés aux évolutions sociales et culturelles. Cependant, toute innovation est toujours intégrée de manière à respecter le lien avec les traditions anciennes, garantissant ainsi l'harmonie entre modernité et continuité. Cette capacité d'adaptation témoigne d'une volonté constante de rester fidèle aux objectifs fondamentaux tout en restant pertinent. On observe également que les rituels ont un effet structurant sur la vie des loges. Ils rythment les activités des membres, fixent des objectifs collectifs et créent une atmosphère propice à l'échange et à la réflexion. Ces séquences organisées permettent d'aborder des sujets variés, toujours en lien avec les valeurs maçonniques, et favorisent un apprentissage progressif et convivial. Par ailleurs, les rituels participent à la construction d'une identité commune qui dépasse les différences individuelles. Chaque membre, quel que soit son parcours ou ses croyances, trouve dans ces pratiques un espace neutre où il peut se retrouver et se reconnaître. Ce sentiment d'appartenance est essentiel pour la cohésion et la durabilité de la communauté maçonnique. Dans le même temps, ces cérémonies aident à préserver la mémoire collective de la franc-maçonnerie. Les récits symboliques et les gestes traditionnels constituent un patrimoine immatériel riche, transmis oralement et par la pratique. Ce legs contribue à ancrer chaque génération dans une continuité historique, permettant de maintenir vivants les principes fondateurs du mouvement. L'étude des rituels révèle aussi leur dimension pédagogique, qui agit à plusieurs niveaux. Les symboles enseignés dans chaque cérémonie stimulent la pensée critique, invitent à la réflexion sur soi et sur le monde. Ils encouragent également le partage d'expériences et le dialogue entre les membres, créant ainsi un espace de croissance collective. Enfin, il convient de souligner l'importance accordée au secret dans les rituels maçonniques. Ce secret n'a pas pour but d'exclure, mais de préserver la confidentialité nécessaire pour garantir la sincérité et la profondeur de l'expérience. Il crée un climat de confiance et de respect mutuel indispensable à l'efficacité des cérémonies et à la transmission des enseignements. Au terme de cet aperçu, il devient clair que les rituels maçonniques remplissent une fonction multiple. Ils structurent la vie de la loge, transmettent des enseignements symboliques et éthiques, maintiennent un lien historique et favorisent l'appartenance à une communauté. Cette richesse fonctionnelle fait d'eux un élément central et indispensable de l'expérience maçonnique, qui mérite d'être comprise au-delà des idées reçues. Cette exploration des rituels nous conduit naturellement à considérer à présent les lieux où ces pratiques se déroulent et leur signification particulière. Nous pourrons ainsi approfondir la dimension spatiale qui accompagne et renforce la dimension rituelle. La franc-maçonnerie à travers les siècles. Depuis ses origines, la franc-maçonnerie a traversé plusieurs siècles d'évolution marquantes. Cette institution, apparue au cœur de l'Europe, se distingue par sa capacité à s'adapter aux changements sociaux, politiques et culturels, tout en conservant ses principes fondamentaux. Les premières traces du phénomène maçonnique remontent au début du XVIe siècle, période où les corporations de tailleurs de pierre médiévaux constituent l'un des premiers noyaux autour desquels les futurs rites et traditions se sont formés. Ces artisans, connus sous le nom de maçons opératifs
ont posé les bases d'une société initiatique fondée sur le savoir-faire technique, mais aussi sur des valeurs de fraternité et de soutien mutuel. Au fil du temps, ces loges d'artisans ont accueilli des membres dits acceptés, c'est-à-dire des individus extérieurs à la profession du bâtiment. Cette évolution majeure, qui s'est produite au XVIIe siècle, a contribué à la transformation de la franc-maçonnerie d'une simple société professionnelle en une organisation philosophique et morale. Ainsi, des aristocrates, des intellectuels et des hommes de science ont rejoint les rangs des francs-maçons, attirés par la promesse d'un espace de réflexion libre et éclairé, loin des dogmes religieux et des contraintes politiques. L'adaptation au contexte social des Lumières a permis à la franc-maçonnerie de développer un discours tourné vers la raison, la tolérance et le progrès. La Grande Loge de Londres, créée en l'année 1701, marque une étape décisive dans l'histoire maçonnique. Elle constitue la première institution fédératrice capable d'unir plusieurs loges indépendantes sous une même bannière. Cette centralisation a permis d'organiser clairement les rituels, de codifier les symboles et de renforcer la discipline interne. Par ailleurs, cette période voit apparaître les premiers documents écrits détaillant les devoirs des membres et les principes moraux du mouvement, inscrivant ainsi la franc-maçonnerie dans un cadre à la fois spirituel et légal. Ce moment marque également le début d'une expansion géographique intense, la franc-maçonnerie s'exportant rapidement à travers le continent européen, puis vers les colonies outre-mer. Les siècles suivants sont marqués par une diversification des rites maçonniques. Certains, comme le rite écossais ancien et accepté, émergent au XVIIIe siècle, engendrant des degrés supplémentaires au-delà des 3 symboliques traditionnels. D'autres rites, tels que le rite français ou le rite moderne, se développent avec des particularités propres à certains pays ou régions. Cette pluralité illustre la capacité de l'organisation à s'adapter tout en maintenant une certaine unité grâce à des valeurs communes. Ainsi, malgré ces différences apparentes, le message central demeure centré sur l'amélioration de soi, l'engagement moral et le respect des lois civiles. La franc-maçonnerie a également accompagné les grands événements historiques. Pendant la Révolution française, plusieurs membres influents se sont engagés dans les mouvements politiques, utilisant leur réseau pour propager des idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Toutefois, cette implication a souvent entraîné des persécutions et des suspicions, les institutions maçonniques étant parfois accusées de conspirer contre le pouvoir en place. De même, au cours du XIXe siècle, la franc-maçonnerie s'est trouvée mêlée au débat autour de la laïcité, soutenant la séparation de l'Église et de l'État dans plusieurs pays européens. Malgré ces controverses, la franc-maçonnerie a su maintenir un rôle important dans la société civile. Nombre d'hommes politiques, d'artistes, de scientifiques et de philosophes célèbres ont embrassé cette appartenance. Par exemple, Voltaire, Rousseau et Benjamin Franklin comptent parmi les figures historiques ayant marqué la franc-maçonnerie par leur contribution intellectuelle et leur engagement humaniste. Plus récemment, le mouvement a évolué pour intégrer davantage de diversité, incluant désormais des femmes et veillant à promouvoir un climat de respect mutuel et de dialogue interculturel. Au XXe siècle, la franc-maçonnerie a traversé des périodes difficiles, notamment sous les régimes totalitaires où elle a été interdite et persécutée. Cependant, à la fin de cette époque, elle a connu un renouveau marqué par une ouverture accrue aux questions sociales contemporaines telles que les droits de l'homme, la démocratie et la paix mondiale. La franc-maçonnerie moderne se présente comme un espace de réflexion critique et constructive, toujours soucieux de l'éthique personnelle tout en favorisant la fraternité universelle. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie continue de susciter à la fois fascination et mystère. Son organisation reste discrète, mais accessible à ceux qui souhaitent chercher un chemin vers la connaissance et l'amélioration personnelle. Les loges contemporaines multiplient les actions sociales, humanitaires et culturelles,
tout en perpétuant des rituels hérités d'un passé riche de traditions. Ainsi, la franc-maçonnerie demeure un phénomène vivant, capable de se renouveler tout en arrachant les racines profondes de son histoire pluriséculaire. Le passage du temps a ainsi façonné la franc-maçonnerie en un espace unique où traditions anciennes et aspirations modernes cohabitent. En suivant ce fil conducteur, il est possible de mieux comprendre non seulement ses symboles et ses rites, mais aussi son influence complexe sur les sociétés occidentales. Nous allons maintenant poursuivre notre exploration en abordant les symboles fondamentaux qui jalonnent le parcours maçonnique et qui renferment de nombreux secrets. Influence politique et sociale des francs-maçons. Dans l'histoire politique et sociale des sociétés occidentales, les francs-maçons occupent une place singulière, à la fois respectée et souvent mal comprise. Depuis la formation des premières loges au XVIIIe siècle, leurs idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ont influencé de nombreux courants de pensée et d'action. Leur impact ne se limite pas à la sphère privée ni aux rituels symboliques, mais s'étend aux décisions politiques, aux réformes sociales et même aux mouvements culturels majeurs. Il est essentiel de souligner que l'influence des francs-maçons ne se caractérise pas par une volonté de domination secrète, comme le suggèrent certaines hypothèses complotistes. Leur rôle a plutôt été celui d'acteurs engagés, souvent dans l'ombre, dans la promotion des valeurs démocratiques et des droits individuels. Par exemple, plusieurs figures politiques majeures du XVIIIe siècle, notamment dans le contexte des Lumières, ont été affiliées à des loges maçonniques où s'est forgée une pensée progressiste en faveur de la tolérance et de la justice sociale. Durant la Révolution française, l'appartenance à la franc-maçonnerie a permis à certains révolutionnaires d'élargir leur réseau et d'échanger des idées qui ont, en partie, structuré les nouvelles institutions. Notons que la franc-maçonnerie a souvent promu la laïcité, inspirant des politiques visant à dissocier les prérogatives religieuses du pouvoir étatique. Cette conception a fortement contribué à l'instauration d'un cadre légal où les libertés civiles prennent le pas sur les dogmes religieux. Sur le plan social, les francs-maçons ont historiquement soutenu l'éducation, mettant en avant l'importance de transmettre un savoir critique et accessible à tous. Plusieurs écoles et associations philanthropiques fondées ou encouragées par des membres de la franc-maçonnerie, ont permis d'ouvrir le champ des possibles pour des groupes auparavant marginalisés. La lutte contre l'obscurantisme et pour le progrès scientifique fut souvent alimentée par cette volonté de compréhension rationnelle du monde. En ce qui concerne la culture, on constate que la franc-maçonnerie a, par ses symboles et ses rites, exercé une influence sur les arts et la littérature. Les architectes, les peintres et les écrivains qui étaient initiés à cette tradition ont intégré des éléments maçonniques dans leurs œuvres, favorisant ainsi une diffusion discrète mais profonde de ces valeurs. Cette osmose entre symbolique maçonnique et expression artistique contribue à un réseau d'échanges intellectuels qui a marqué plusieurs époques historiques. Il serait réducteur de limiter cette influence aux seuls cercles élitistes puisque, bien qu'originellement réservée à une certaine bourgeoisie, la franc-maçonnerie s'est progressivement ouverte à une diversité sociale plus large. Cela a permis un creuset où se mélangent des idées variées, propices à une réflexion collective autour des enjeux publics et sociaux. Cette ouverture a également facilité l'intégration des idées réformatrices dans différentes régions d'Europe et même au-delà. Dans la sphère politique contemporaine, certaines organisations maçonniques continuent de promouvoir le dialogue et la tolérance au sein des démocraties. Il est important de noter que leurs actions ne visent pas la manipulation des pouvoirs, mais visent plutôt à encourager un engagement civique réfléchi. Des membres connus, bien qu'agissant souvent anonymement, participent à divers débats publics, contribuant à la vigilance face aux dérives antidémocratiques et aux atteintes aux libertés fondamentales. La franc-maçonnerie a aussi entretenu des relations complexes avec d'autres formes d'organisation sociale, incluant les syndicats, les partis politiques ou les institutions internationales.
Cette interaction montre sa capacité à s'adapter et à renouveler ses objectifs tout en restant fidèle à ses principes fondateurs. Ces dialogues multiples ont parfois généré des tensions, mais ont aussi permis des avancées notables en matière de justice sociale et de droits humains. L'étude de personnalités célèbres liées à la franc-maçonnerie illustre cette pluralité d'engagement. Par exemple, Voltaire, Benjamin Franklin ou bien Giuseppe Garibaldi sont autant d'exemples qui montrent à quel point l'appartenance à une loge pouvait être un moyen d'agir en faveur du progrès global plutôt qu'une simple appartenance symbolique. Ces personnages historiques mêlaient leur foi dans les idéaux maçonniques à un activisme concret dans leurs domaines respectifs. Il convient enfin de rappeler que la franc-maçonnerie a su traverser les épreuves des répressions politiques, notamment lors de régimes autoritaires qui la suspectaient d'opposition. Cette résilience témoigne d'une organisation qui dépasse la simple appartenance pour incarner une continuité d'idées et d'actes. Ainsi, leur héritage se retrouve dans nombre de progrès sociaux qui, aujourd'hui, paraissent aller de soi, mais qui ont demandé courage et persévérance pour se formaliser. Tout ce panorama invite à une compréhension nuancée et documentée du rôle historique des francs-maçons. Contempler leur influence avec un regard mesuré et informé permet d'échapper aux simplifications hâtives et aux fantasmes. Cette approche pragmatique éclaire également les enjeux actuels où la franc-maçonnerie continue d'être un acteur discret mais engagé dans la défense des libertés, de la solidarité et du respect des différences. C'est ainsi que se dessine un portrait dynamique, non figé, où les francs-maçons apparaissent comme des passeurs d'idées et des moteurs de changement, bien au-delà du secret de leur rituel. Dans le prochain volet de cette histoire, nous explorerons comment ces idéaux ont trouvé des expressions concrètes dans l'architecture symbolique des loges et dans leur organisation interne, révélant une autre facette de leur influence durable. Figure célèbre de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, société secrète aux origines remontant au milieu du XVIe siècle, a toujours suscité curiosité et débat. Parmi ses membres, plusieurs figures historiques occupent une place singulière, témoignant de l'influence réelle que cette fraternité a eue sur le cours de l'histoire. Explorons ces personnalités dont l'engagement au sein de la franc-maçonnerie a marqué leur vie et leur époque en nous concentrant sur des faits précis, vérifiables et souvent méconnus. George Washington, premier président des États-Unis, est une figure emblématique. Initié dans la loge Fredericksburg en 1782, il a conservé ses liens avec la franc-maçonnerie tout au long de sa vie. Son rôle dans la naissance de la République américaine coïncide avec les idéaux maçonniques de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce n'est pas simplement une coïncidence, mais un reflet des valeurs qu'il portait. Washington a assisté à diverses cérémonies maçonniques, et ses écrits révèlent un profond respect pour cette institution qui soutenait la construction d'une société nouvelle fondée sur la morale et la raison. Benjamin Franklin, autre personnage clé de la Révolution américaine, a également été un franc-maçon engagé. Il a rejoint la loge Saint-Jean à Philadelphie au XVIIIe siècle et a utilisé ses réseaux maçonniques pour renforcer les liens internationaux, notamment en France. En tant que diplomate, il a su mobiliser cette fraternité discrète, notamment pour obtenir du soutien lors de la guerre d'indépendance. Son intérêt pour les sciences, la philosophie et la politique s'est trouvé nourri par les discussions et les échanges au sein des loges. Franklin incarne ainsi le parfait exemple d'un esprit éclairé qui a fusionné sa pensée scientifique avec les principes maçonniques. En Europe, Voltaire figure parmi les intellectuels influencés par les idées maçonniques. Bien qu'il n'y ait pas de preuve définitive de son initiation, ses écrits reflètent un esprit critique en faveur de la tolérance, de la liberté de conscience et de la justice, valeurs également chères aux maçons. Ses fréquents dialogues avec des membres de la franc-maçonnerie ont aidé à diffuser ces idées dans la société française du XVIIIe siècle. Voltaire a contribué à façonner le climat intellectuel favorable à la Révolution,
par des œuvres qui souvent questionnaient l'autorité religieuse et politique. Mozart, compositeur de génie du XVIIIe siècle, était également franc-maçon. Son membership dans la loge zur Wohltätigkeit à Vienne est documenté. La franc-maçonnerie a influencé les thèmes de certaines de ses œuvres, comme l'opéra, la flûte enchantée, où les symboles maçonniques abondent. Cet univers musical exprime les valeurs d'harmonie, de sagesse et d'initiation. Mozart utilisa alors son art comme un canal discret pour communiquer les idéaux maçonniques à un public plus large, dans une Europe où la franc-maçonnerie était parfois vue avec suspicion. Simón Bolívar, le libertador d'Amérique du Sud, est une autre figure révolutionnaire liée à la franc-maçonnerie. Son engagement dans les loges maçonniques en Espagne et en Amérique latine a nourri sa lutte contre la domination coloniale espagnole. Bolívar voyait dans la franc-maçonnerie un vecteur d'émancipation et d'unité entre peuples. Il s'est servi des principes de liberté et d'égalité pour bâtir ses campagnes militaires et ses projets politiques. Sa correspondance témoigne d'une attention particulière aux valeurs maçonniques, qu'il considérait indispensables à la fondation de républiques démocratiques dans cette région du monde. Le philosophe et homme politique français, Marquis de Lafayette, illustre une autre dimension de cette influence. Engagé durant la Révolution américaine et plus tard dans la Révolution française, il a su concilier son action politique avec les principes de la franc-maçonnerie. Initié dans une loge américaine, il a promu l'idée d'une société basée sur la fraternité et les droits de l'homme. Son rôle clé dans ces événements historiques est souvent associé à son appartenance maçonnique, qui offrait un cadre éthique à ses combats pour la liberté et l'égalité civile. Dans le domaine littéraire, des écrivains comme Jean-Jacques Rousseau ont indirectement nourri la pensée maçonnique par leurs idées. Bien que Rousseau n'ait pas été franc-maçon, ses concepts sur le contrat social et la souveraineté populaire ont eu une grande résonance au sein des loges, qui les intégraient dans leurs réflexions politiques et sociales. La franc-maçonnerie de cette époque se caractérisait par un engagement vers l'amélioration de l'homme et de la société, un idéal que Rousseau formulait avec force dans ses textes éclairants. Un autre personnage historique majeur est Winston Churchill. Bien qu'habitué à un rôle plus martial et politique, il fut initié à la franc-maçonnerie au début du XXe siècle. Sa carrière politique complexe et ses fonctions durant la Seconde Guerre mondiale s'inscrivent dans un contexte où les loges maçonniques soutenaient des valeurs de résistance face à la tyrannie. Churchill, par ses discours et ses décisions, a incarné la défense des principes maçonniques que sont la liberté et la démocratie dans une période critique de l'histoire européenne. Les rois et figures monarchiques ne sont pas absents de cette histoire. Frédéric II de Prusse, souvent surnommé le roi philosophe, fut un fin connaisseur et sympathisant de la franc-maçonnerie. Sous son règne, la Prusse a connu un essor des loges maçonniques qu'il considérait comme des lieux de culture et d'échange intellectuel. Sa correspondance avec Voltaire et d'autres penseurs des Lumières témoigne de ce réseau culturel où la franc-maçonnerie jouait un rôle facilitateur. Cette liste pourrait s'étendre à d'autres personnalités comme Giuseppe Garibaldi, célèbre pour son rôle dans l'unification de l'Italie. Garibaldi était un franc-maçon convaincu et il a souvent qualifié la franc-maçonnerie de moteur de progrès social et politique. Son action militaire et ses campagnes pour l'indépendance reflètent des valeurs maçonniques d'émancipation et de respect de la liberté individuelle. Les témoignages de ses contemporains insistent sur son engagement sans faille dans cette fraternité. Dans le domaine artistique, le peintre Eugène Delacroix fut également affilié à une loge maçonnique. Son œuvre, souvent chargée d'idéaux révolutionnaires et humanistes, trouve un écho dans les principes maçonniques sur la justice et la dignité humaine. Delacroix a peint des fresques et des tableaux qui célèbrent la liberté, la fraternité, leur message s'adressant autant au public qu'aux initiés. Cette approche artistique reflète le geste maçonnique qui cherche à transmettre des leçons morales à travers des formes culturelles accessibles. Le sculpteur américain Horatio Greenough appartient aussi à cet ensemble de figures.
notables. Membre de la franc-maçonnerie au XIXe siècle, ses créations artistiques incorporent souvent des symboles maçonniques. Son travail vise à inspirer des vertus civiques et morales en utilisant l'art pour promouvoir des valeurs universelles qui transcendent les frontières nationales. Grinou, par son engagement, positionne la franc-maçonnerie comme un héritage culturel autant que spirituel. Il serait injuste de ne pas mentionner également les savants comme Isaac Newton. Bien que les archives maçonniques ne confirment pas formellement son appartenance, de nombreux historiens relèvent son influence sur la pensée maçonnique. Newton, par son apport à la science et à la philosophie naturelle, a posé les bases d'une réflexion rationnelle que la franc-maçonnerie adopte comme principe fondamental. Sa quête de vérité et d'ordre trouve un prolongement naturel dans les rituels maçonniques et leur symbolisme. Les inventeurs et innovateurs technologiques comme Nikola Tesla ont eux aussi été liés à la franc-maçonnerie. Tesla, bien qu'un personnage énigmatique, avait des liens avec plusieurs loges, notamment durant ses années d'activité aux États-Unis. Son travail révolutionnaire sur l'électricité et le magnétisme illustre la dimension scientifique et progressiste de la franc-maçonnerie. Tesla croyait en l'amélioration de l'humanité par la connaissance, un principe cher aux maçons qui défendent la raison contre l'obscurantisme. Les mouvements politiques du 19e et 20e siècle comptent plusieurs personnages porteurs des idées maçonniques dans leur programme. Par exemple, Giuseppe Mazzini, un patriote italien et fervent maçon, développa une vision d'unité nationale basée sur la fraternité et l'émancipation sociale. Sa pensée a largement influencé la construction des États modernes en Europe, où la franc-maçonnerie jouait un rôle discret mais réel dans les bouleversements politiques. Dans le domaine de la littérature contemporaine, certains écrivains comme Rudyard Kipling, initiés dans une loge maçonnique britannique, ont intégré des symboles et des références maçonniques dans leurs récits. Kipling a exploré les thèmes de l'honneur, du devoir et de l'engagement personnel, en phase avec les enseignements maçonniques. Son œuvre témoigne de la façon dont la franc-maçonnerie, bien loin d'être une simple société secrète, peut nourrir la créativité littéraire et la réflexion morale. La religion et la franc-maçonnerie ont souvent été en dialogue complexe. Toutefois, plusieurs personnages religieux furent aussi des maçons. Par exemple, certains évêques et prêtres du XVIIIe siècle participaient aux loges, prônant une spiritualité basée sur la tolérance et le respect mutuel. Cette coexistence illustre l'aptitude de la franc-maçonnerie à porter un discours universel, au-delà des dogmes, fondé sur des valeurs humaines fondamentales. Le sportif et philosophe Pierre de Coubertin, père des Jeux olympiques modernes, fut également affilié à la franc-maçonnerie. Son rêve de réunir les peuples par le sport s'inspire des idéaux maçonniques d'unité, de respect et de paix. Coubertin voyait dans la franc-maçonnerie un cadre idéal pour diffuser des principes d'éducation morale et physique en promouvant la fraternité internationale. Il est intéressant de noter que divers chefs d'État européens du XXe siècle furent initiés à la franc-maçonnerie, sans que cela ne soit toujours connu du grand public. Leur influence s'est souvent exercée en coulisses, contribuant à des politiques guidées par un engagement éthique et humaniste. Ces hommes et femmes d'État considéraient souvent leur appartenance comme une obligation morale plus qu'un simple statut social. Parmi les mystères qui entourent la franc-maçonnerie, le rôle exact de certains membres dans les événements historiques reste sujet à débat. Ce que nous savons avec certitude, c'est que cette institution a servi de réseau d'échanges intellectuels et moraux pour des personnalités ayant façonné notre monde. Leur héritage nous invite à comprendre la franc-maçonnerie non pas comme une organisation obscure, mais comme un carrefour de pensée, d'action et de valeurs. Tout au long de cette exploration, il apparaît clairement que la franc-maçonnerie a su attirer des hommes et des femmes aux profils très divers, unis par une quête commune de vérité et de progrès. Leur contribution à la science, à la politique, aux arts et à la philosophie témoignent de la richesse de cette fraternité. Ces figures célèbres, bien réelles et documentées,
permettent d'appréhender la franc-maçonnerie au-delà des mythes et des fantasmes. Alors que nous poursuivrons notre voyage dans les prochains récits, il conviendra d'approfondir les éléments symboliques et rituels qui ont structuré cette société secrète et qui continuent de fasciner nombre d'observateurs. La compréhension des personnes qui ont animé cette institution éclaire non seulement leur époque, mais aussi les enjeux contemporains liés à la franc-maçonnerie. Le lien entre histoire et symbolisme sera ainsi le prochain pas de notre découverte. Les loges maçonniques dans le monde contemporain. Les loges maçonniques occupent aujourd'hui une place significative sur plusieurs continents, témoignant ainsi de leur longévité et de leur capacité d'adaptation aux contextes culturels variés. En Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, les loges sont bien implantées et rassemblent des milliers de membres. Ces loges suivent des rituels précis, hérités de siècles d'histoire, et maintiennent une organisation rigoureuse structurée autour d'un système hiérarchique clair. Elles participent souvent à des œuvres caritatives, soutenant des causes locales telles que l'aide aux personnes défavorisées ou aux anciens combattants. Leurs réunions se déroulent dans des temples maçonniques dédiés, où les symboles et les outils traditionnels sont toujours présents, reflétant un équilibre entre la préservation des rites et l'engagement social. En Europe, la situation présente une diversité singulière. Les pays comme la France, la Grande-Bretagne et l'Italie disposent d'un grand nombre de loges, chacune avec ses spécificités liées à la culture locale. En France, le Grand Orient demeure l'une des institutions les plus anciennes et influentes, avec une organisation qui met l'accent sur la liberté de conscience et la laïcité. Les réunions sont des moments de réflexion philosophique et d'échange intellectuel, loin des clichés conspiratifs souvent associés à la franc-maçonnerie. En Grande-Bretagne, la United Grand Lodge of England représente la structure principale. Elle est reconnue internationalement pour son respect des traditions ancestrales, tout en favorisant un dialogue constant avec la société moderne. En Italie, les loges sont plus discrètes, mais elles participent activement à des projets culturels et éducatifs, renforçant leur rôle de soutien aux valeurs humanistes. Sur le continent africain, les loges maçonniques sont également bien établies, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana. Leur introduction remonte souvent à la période coloniale, mais elles ont su s'adapter aux réalités contemporaines. En Afrique du Sud, par exemple, la franc-maçonnerie a joué un rôle dans la promotion des droits civiques et la réduction des tensions ethniques, en proposant un espace neutre d'échange entre différentes communautés. Les loges africaines mettent un accent particulier sur le développement communautaire, incluant des programmes d'alphabétisation et d'amélioration des conditions sanitaires. Elles représentent souvent un cadre de mentorat pour les jeunes, encourageant la responsabilité individuelle et l'éthique dans les affaires publiques. En Asie, la franc-maçonnerie est moins visible, mais présente dans plusieurs pays comme l'Inde, le Japon et les Philippines. Ces loges adoptent souvent une approche qui respecte les traditions locales et les religions diverses. En Inde, où la coexistence religieuse est complexe, la franc-maçonnerie se positionne comme un lieu d'unité transculturelle, où les différences sont respectées tout en favorisant un échange sincère. Les cérémonies maçonniques sont adaptées pour inclure des symboles locaux, ce qui permet une meilleure intégration. Au Japon, malgré un nombre plus restreint de membres, les loges jouent un rôle discret dans le réseau de relations sociales des élites. Elles valorisent les principes d'ordre, de discipline et de respect mutuel. Aux Philippines, la franc-maçonnerie a été historiquement liée au mouvement d'indépendance et aujourd'hui encore, elle joue un rôle dans la promotion des valeurs civiques. En Amérique latine, les loges maçonniques sont particulièrement actives au Brésil, en Argentine et au Mexique. Elles sont souvent impliquées dans des actions sociales, éducatives et politiques. Au Brésil, la franc-maçonnerie accompagne le développement démocratique depuis le XIXe siècle, en soutenant des initiatives pour la justice sociale. Les loges argentines se distinguent par leur engagement dans la promotion de la culture et de l'histoire nationale.
organisant régulièrement des conférences et des expositions. Au Mexique, les maçons participent fréquemment aux débats publics sur la démocratie et les droits humains, tout en préservant leurs rituels et leurs traditions d'entraide. Cet engagement social confère à la franc-maçonnerie un rôle pertinent dans l'évolution des sociétés latino-américaines. En Océanie, les loges sont bien intégrées dans les communautés d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ces régions, marquées par une forte tradition anglo-saxonne, accueillent des loges qui perpétuent les pratiques héritées des colonies britanniques. Elles se caractérisent par un haut niveau d'organisation et une ouverture aux membres des divers milieux professionnels. L'action caritative est au centre de leurs préoccupations avec des campagnes régulières en faveur des sans-abri et des programmes d'éducation pour les jeunes défavorisés. Ces loges développent aussi des partenariats avec d'autres organisations civiles, renforçant ainsi leur rôle sociétal au-delà des seules activités internes. La structure organisationnelle des loges est généralement similaire, regroupant des membres selon des degrés progressifs. Ces degrés sont souvent nommés apprentis, compagnons et maîtres, chacun requérant une connaissance et une implication croissantes. Leurs assemblées sont dirigées par un vénérable maître assisté d'officiers syndiqués qui veillent au bon déroulement des rituels et à la cohésion du groupe. Le secret entourant certaines pratiques, bien que souvent exagéré, contribue à la préservation d'une identité collective forte, fondée sur des symboles partagés universellement connus des initiés. Ces symboles, comme l'équerre et le compas, incarnent des principes moraux et éthiques que les membres s'efforcent d'appliquer dans leur vie quotidienne. Les activités principales des loges consistent en des réunions régulières où sont discutées aussi bien les questions internes que des sujets d'intérêt pour la collectivité. Elles organisent des conférences, des ateliers de formation et des programmes d'assistance sociale. La franc-maçonnerie moderne favorise une approche pluraliste, mettant l'accent sur le dialogue interreligieux et interculturel. Cette démarche vise à dépasser les différences pour promouvoir un idéal d'harmonie universelle. Par ailleurs, certaines loges ont développé des initiatives scientifiques ou artistiques, cherchant à encourager la créativité et la connaissance dans tous les domaines. Malgré leur discrétion, les loges maçonniques entretiennent un réseau international puissant qui permet des échanges fréquents entre continents. Cette communication transnationale facilite l'harmonisation des pratiques tout en respectant les particularités locales. Les congrès mondiaux rassemblent des représentants de toutes les obédiences, consolidant ainsi un sentiment d'appartenance globale. Ces rencontres favorisent aussi la diffusion de valeurs fondamentales comme la liberté, l'égalité et la fraternité, piliers historiques de la franc-maçonnerie. Certains pays ont connu par le passé des tensions envers la franc-maçonnerie, accusés à tort de conspiration ou d'exercer une influence occulte. Or, aujourd'hui, la majorité des loges affichent une transparence accrue, cherchant à dissiper les malentendus. Elles publient des documents explicatifs et organisent pour des journées portes ouvertes, invitant le public à mieux comprendre leur vocation. Ce mouvement de clarification contribue à renforcer la confiance et à démontrer que les loges sont des lieux d'échange constructifs ouverts à tous ceux qui adhèrent à leurs principes. Parmi les figures contemporaines influentes, on trouve des membres issus de divers horizons professionnels et culturels, souvent engagés dans la société civile. Ces maçons incarnent une synthèse entre tradition et modernité, mettant en pratique les enseignements reçus dans des projets concrets. Le parcours maçonnique peut ainsi représenter une voie personnelle de développement éthique et intellectuel, accessible à toute personne sincère, sans distinction de sexe ou d'origine dans les obédiences dites mixtes. Le futur des loges maçonniques semble ainsi assuré grâce à leur capacité à évoluer en harmonie avec les transformations globales. Elles entendent rester des espaces dédiés à la recherche de soi, à l'échange d'idées et à la contribution positive au monde. Cette adaptation permanente témoigne d'une force intrinsèque qui dépasse les aléas du temps et les contextes politiques. La franc-maçonnerie mondiale continue donc à s'inscrire dans le paysage culturel
comme un acteur discret mais persistant des dynamiques sociales et humaines. Ces loges accueillent toujours de nouveaux membres, souvent plus jeunes, curieux de découvrir ces traditions millénaires tout en s'engageant pour des causes modernes. La transmission des savoirs entre générations est assurée par des rituels et des enseignements renouvelés, ce qui préserve un lien vivant avec le passé. Le dialogue intérieur proposé par la franc-maçonnerie trouve ainsi une résonance nouvelle dans un monde en quête de repères et de solidarité. Progressivement, les loges maçonniques dans le monde contemporain ne cessent de redéfinir leur rôle entre préservation des racines anciennes et ouverture vers l'extérieur. Elles constituent un réseau dense, complexe mais structuré, fondé sur des valeurs universelles. Cette dynamique invite à dépasser les idées reçues pour envisager ces fraternités comme des laboratoires d'idées où s'invente un humanisme renouvelé. Leur présence diversifiée souligne une réalité plurielle qui enrichit la compréhension globale de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Ainsi, la franc-maçonnerie moderne offre une pluralité d'espaces d'expression et d'engagement, accessibles aux membres désireux d'approfondir leurs réflexions personnelles et collectives. Ce parcours silencieux mais soutenu s'inscrit dans une longue histoire faite de continuité, d'adaptation et de renouveau constant qui assure sa pérennité. Cette réalité invite naturellement à poursuivre la découverte de ces dimensions plus secrètes et symboliques qui constituent le cœur même de la démarche maçonnique. C'est ce que nous verrons dans la suite de cette exploration, les controverses et débats entourant la franc-maçonnerie. Au cours du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a connu une expansion considérable en Europe. Cependant, cette croissance rapide a suscité des accusations, notamment celle de former une société secrète à visée politique. Certains gouvernements craignaient que ces loges ne conspirent pour renverser l'ordre établi ou influencer les décisions politiques en coulisses. Ainsi, en France, la franc-maçonnerie fut l'objet d'un examen minutieux sous l'Ancien Régime, puis sous la Révolution. Les révolutionnaires eux-mêmes, bien que certains fussent francs-maçons, observaient avec circonspection le rôle que pouvaient jouer ces cercles dans le cours des événements. La double nature de la franc-maçonnerie, mêlant quête spirituelle et engagements sociaux, entretenait une ambiguïté difficile à dissiper. Les critiques les plus virulentes venaient souvent des cercles religieux. L'Église catholique, par exemple, a fréquemment condamné la franc-maçonnerie. La curiosité pour des rites jugés hermétiques s'accompagnait d'une perception d'opposition à certains dogmes et traditions religieuses. Cette présence conflictuelle est attestée par plusieurs encycliques papales condamnant les activités maçonniques, mettant en garde les fidèles contre leurs prétendus dangers. Au XXe siècle, la franc-maçonnerie a continué à faire l'objet d'interprétations diverses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines loges furent dissoutes ou bannies par les régimes totalitaires qui voyaient en elles une menace à leur pouvoir absolu. La répression franquiste en Espagne ou le régime nazi en Allemagne ont persécuté des francs-maçons en raison de leur engagement pour des valeurs de liberté et d'égalité, valeurs incompatibles avec les régimes fascistes. Outre ces accusations politiques et religieuses, des débats ont aussi surgi concernant l'influence réelle de la franc-maçonnerie dans les sphères du pouvoir. De nombreuses théories du complot prétendent que cette organisation contrôlerait des secteurs importants tels que la finance, la politique ou les médias. Ces affirmations sont souvent fondées sur des preuves circonstancielles ou des extrapolations, sans qu'aucune preuve formelle ne soit apportée. Les sociologues et historiens ont cependant montré que la franc-maçonnerie est avant tout une organisation fraternelle visant à promouvoir la morale, la philanthropie et l'amélioration personnelle. Les registres d'activités et les archives officielles révèlent une prédominance d'actions orientées vers le développement social et culturel plutôt que vers des manœuvres occultes ou politiques. Il est aussi important de considérer que la franc-maçonnerie se compose de nombreuses obédiences, chacune ayant ses propres règles et traditions. Cette diversité complique toute généralisation. Certaines loges sont ouvertement apolitiques, tandis que d'autres s'impliquent dans des débats sociaux. Cela crée parfois un brouillard
qui nourrit la méfiance extérieure. Le secret, souvent présenté comme une caractéristique essentielle des francs-maçons, suppose en réalité une confidentialité des rituels pour préserver le caractère sacré et symbolique des cérémonies. Cette réserve accompagne la volonté de protéger l'intimité des membres et leurs engagements personnels, tout en évitant toute instrumentalisation politique. De plus, la franc-maçonnerie a toujours promu des valeurs universelles, telles que la tolérance et la liberté de penser. Ces principes ont parfois été déformés par ceux qui cherchent à lui attribuer des intentions conspirationnistes. Par ailleurs, l'adhésion à ces groupes repose sur un choix volontaire, ce qui distingue la franc-maçonnerie des sociétés secrètes imposées ou clandestines. Il existe aussi des témoignages de francs-maçons célèbres, tels que Voltaire ou Mozart, qui ont contribué à la renommée de l'institution. Ils illustrent bien que la franc-maçonnerie a su attirer des personnalités engagées dans la culture et les sciences, au-delà de toute démarche politique cachée. Ces figures renforcent l'image d'une organisation humaniste attachée à la diffusion des connaissances. Les débats publics continuent néanmoins d'exister, notamment lorsque certains scandales médiatiques évoquent des pratiques jugées opaques. Par exemple, la révélation d'affaires de corruption impliquant des membres maçonniques a nourri des suspicions sur un possible favoritisme ou clientélisme en leur sein. Toutefois, dans la plupart des cas, ces situations relèvent d'actions individuelles plutôt que d'une politique organisée. En outre, de nombreux pays ont adopté des législations spécifiques pour encadrer la franc-maçonnerie. En France, la loi garantit la liberté d'association tout en imposant la transparence dans certains domaines. Cette régulation a contribué à apaiser une partie des inquiétudes en assurant un cadre légal clair et contrôlé. La franc-maçonnerie se distingue également par son attachement à la laïcité et à la séparation des pouvoirs. Ces principes ont permis à ses membres de travailler à des réformes sociales, comme la promotion de l'éducation ou de la justice sociale, en conformité avec les idéaux républicains. Cela démontre une volonté de s'intégrer au débat public sans chercher à imposer une influence occulte. Il convient aussi de mentionner le rôle des femmes dans la franc-maçonnerie, qui a longtemps été un sujet de controverse. Bien que la majorité des loges ne soient composées que d'hommes, certains ordres mixtes ou féminins ont émergé à partir du XXe siècle. Cette évolution témoigne d'une ouverture au débat moderne sur l'égalité des genres. Par ailleurs, la franc-maçonnerie entretient des relations complexes avec les médias. Si certains journalistes ont cherché à documenter ces pratiques, d'autres ont préféré alimenter les mythes et fantasmes. Cette situation génère une rivière d'informations contrastées où il devient parfois difficile de distinguer le réel du supposé. Les chercheurs universitaires ont tenté de dépasser ces controverses en analysant la franc-maçonnerie dans une perspective historique et sociologique. Leurs travaux montrent que cette institution est le reflet des transformations sociales plutôt qu'un acteur caché ou omniprésent. Elle évolue constamment en fonction de ses contextes nationaux et culturels. La pluralité des francs-maçonneries, leur diversité d'intentions et leur ancrage local sont des facteurs importants pour comprendre la complexité des débats qui les entourent. La franc-maçonnerie n'est pas une entité monolithique, mais une constellation d'initiatives partageant cependant un même idéal humaniste. En somme, les controverses afférentes à la franc-maçonnerie tiennent autant à sa nature, secrète qu'aux peurs ancestrales liées à toute société exclusive. Les accusations de manipulation politique ou financière doivent être examinées avec prudence, fondées sur des faits et non sur des préjugés. La franc-maçonnerie demeure une organisation mystérieuse pour beaucoup, mais aussi une communauté engagée dans la recherche du progrès moral et social. Au fil du temps, l'image de la franc-maçonnerie a basculé entre admiration et suspicion, témoignant des tensions entre tradition et modernité. Pour beaucoup, elle représente encore un refuge intellectuel où s'exprime la liberté de penser, malgré un voile de secret qui attise la curiosité.
Cette ambivalence nourrit un dialogue permanent entre la société et cette institution singulière. Alors que nous avons exploré les critiques et interrogations qui planent autour de la franc-maçonnerie, la suite de notre histoire nous conduira à examiner plus en détail ces rituels et symboles, afin de mieux comprendre les pratiques qui ont suscité tant de mystères et de fascination à travers les siècles. L'impact culturel des symboles maçonniques. Les symboles maçonniques ont traversé les siècles en conservant une étrange permanence dans la culture populaire et artistique. Leur présence dépasse largement les cercles initiatiques pour pénétrer dans des domaines variés comme la peinture, la littérature, l'architecture et même la musique. L'influence de ces motifs géométriques, ces outils de construction et ces représentations allégoriques ne se limitent pas à une simple curiosité historique. Elles témoignent d'un dialogue continu entre tradition occulte et expression créative. Ils suscitent une fascination dans l'imaginaire collectif, parfois mal comprise, mais toujours empreinte d'un mystère persistant. Dans la peinture, les symboles maçonniques sont apparus dès le XVIIIe siècle. Des artistes connus ont parfois inséré des images telles que l'équerre, le compas ou le niveau dans des œuvres ostensiblement profanes. Ces éléments jouaient un double rôle. D'une part, ils signalaient discrètement une appartenance à la fraternité. D'autre part, ils invitaient à une lecture plus profonde et symbolique de la toile. Par exemple, dans certains tableaux néoclassiques, on peut observer ces figures géométriques intégrées aux compositions, soulignant la recherche d'harmonie et d'équilibre traditionnellement valorisée par la franc-maçonnerie. Au-delà de la peinture, l'architecture a été un terrain particulièrement propice à la diffusion des symboles maçonniques. Au XIXe siècle, plusieurs bâtisses publiques et privées ont été conçues avec une attention particulière à l'inclusion de ces signes dans leurs décors. Les frontons, les chapiteaux et les vitraux accueillent souvent des représentations connues. La pyramide, l'œil dans un triangle lumineux ou encore des colonnes distinctes symbolisant diverses vertus. Ces détails ne sont pas que des ornements. Ils transmettent des messages codés destinés aux initiés ou aux observateurs attentifs, enrichissant le patrimoine culturel architectural. La littérature a également intégré les symboles maçonniques, souvent de manière allusive. Plusieurs écrivains du XIXe siècle ont exploré les thèmes maçonniques dans leurs récits, usant de ces symboles pour structurer leurs histoires ou établir des analogies philosophiques. Par exemple, certains romans policiers ou ésotériques mettent en scène des sectes secrètes où les outils maçonniques deviennent des indices ou des métaphores de la quête de vérité. Cette incorporation narrative contribue à maintenir la présence des traditions maçonniques dans la conscience collective nationale et internationale. Dans le domaine musical, bien que moins visible, l'influence maçonnique existe aussi. Quelques compositeurs, particulièrement au XVIIIe siècle, ont créé des œuvres destinées à accompagner des rites maçonniques. Ces compositions utilisent souvent des motifs répétitifs évoquant les étapes de l'initiation ou les symboles interprétés comme moyen d'élévation spirituelle. La musique maçonnique, quoique spécifique dans son contexte, met en lumière l'aspiration commune à l'ordre, la mesure et l'harmonie universelle, concepts centraux dans l'imagerie symbolique maçonnique. Le cinéma contemporain reprend également ce patrimoine symbolique, parfois de manière explicite, parfois plus subtile. Les symboles maçonniques apparaissent dans divers films, allant du thriller ésotérique à la fiction historique, renforçant souvent des atmosphères de secret, de pouvoir ou de mystère. Ce recours nourrit une fascination durable pour les francs-maçons, alimentée par une mythologie populaire qui amplifie ou déforme parfois la réalité historique. Ces représentations jouent un rôle puissant dans la survie et la diffusion des symboles à travers la culture de masse. Il est intéressant de noter que certains symboles ont évolué en leur signification ou ont été détournés dans des usages populaires. Par exemple, le compas, originellement signe d'équilibre et de mesure, est devenu dans certains contextes un emblème mystérieux
ou ésotérique absent de son sens premier. Cette transformation témoigne de l'adaptabilité des symboles maçonniques à diverses époques et publics, expliquant leur persistance dans un monde en perpétuelle mutation culturelle. Ce phénomène révèle aussi un dialogue constant entre secret initiatique et interprétation externe. Les fêtes populaires, souvent festives, intègrent parfois des motifs maçonniques sans que l'assimilation soit toujours consciente. Que ce soit dans des carnavals, des cérémonies officielles ou des événements culturels, des images comme la rose, le triangle ou même la pyramide résonnent, rappelant discrètement leur origine. Cette capacité à se glisser dans des contextes variés et à se métamorphoser en motifs ornementaux montre combien les symboles maçonniques ont fini par s'ancrer dans un tissu culturel, souvent éloigné de leur origine secrète. Les artistes contemporains, quant à eux, revisitent ces symboles avec un regard nouveau. Certains utilisent l'imagerie maçonnique pour questionner le rapport au pouvoir, à l'identité ou au savoir. Les formes géométriques sont isolées, recombinées ou détournées dans des installations, des performances ou des œuvres multimédia. Cette réappropriation illustre un intérêt qui dépasse la simple curiosité historique pour devenir un outil d'expression critique dans un monde où l'obscurité et la lumière se disputent continuellement la représentation de la vérité et de la connaissance. La littérature ésotérique et les publications spécialisées alimentent également cet engouement pour les symboles maçonniques. De nombreux ouvrages détaillent l'histoire, la signification et les interprétations possibles de chaque signe, allant de la plus rigoureuse analyse historique aux spéculations les plus imaginatives. Cette prolifération de textes contribue à maintenir vivante la langue symbolique maçonnique, qui devient ainsi un terrain d'échange passionnant entre chercheurs, initiés et simples curieux. La diversité des approches traduit la richesse et la complexité des symboles. Enfin, il faut souligner que cette circulation des symboles n'est pas une simple appropriation, mais un vecteur de mémoire collective. En traversant les arts et les expressions populaires, les symboles maçonniques contribuent à un imaginaire partagé qui dépasse les frontières sociales et culturelles. Leur présence invite à une réflexion constante sur les notions de secret, de lumière, de fraternité, éléments fondamentaux qui résonnent avec un désir humain universel. Cette pérennité symbolise un dialogue entre le passé et le présent, préparant doucement le terrain à la suite de notre exploration. Conclusion et réflexion sur la franc-maçonnerie aujourd'hui. La franc-maçonnerie, souvent enveloppée de mystères et de spéculations, continue d'exercer une attraction particulière sur ceux qui cherchent à comprendre ses fondements et son influence dans le monde contemporain. À travers les siècles, elle s'est développée en un réseau complexe d'organisations et de rites, qui suscite autant l'admiration que la méfiance, parfois même la crainte. Pourtant, au cœur de cette institution, il y a une quête constante de connaissance, d'amélioration personnelle et de fraternité. Cette réflexion finale s'efforce de mettre en lumière ce que représente réellement la franc-maçonnerie aujourd'hui, au-delà des mythes et des théories conspirationnistes. Historiquement, la franc-maçonnerie est née de la rencontre des corporations de tailleurs de pierre au Moyen-Âge avec les idées des Lumières qui ont émergé bien plus tard. Cette évolution lentement progressive a conduit à la création d'une société initiatique visant l'élévation morale de ses membres et la promotion de valeurs universelles telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. Les symboles, les rites et les cérémonies ne sont pas de simples ornements, mais des outils pédagogiques qui favorisent la réflexion et l'introspection. Ils permettent aux francs-maçons d'entrer dans un dialogue avec eux-mêmes et avec le monde, dans un climat de bienveillance et de respect. Les structures de la franc-maçonnerie sont décentralisées, chaque loge jouant un rôle autonome tout en partageant un certain nombre de principes fondamentaux. Cette indépendance relative favorise une diversité d'approches qui peuvent parfois dérouter ceux qui souhaitent comprendre ces institutions de l'extérieur. Les rituels ne sont pas uniformes partout,
et les degrés initiatiques varient selon les obédiences. Cependant, l'idée de base reste la même. Accompagner chaque individu dans sa quête personnelle, hors de toute influence dogmatique. Cela explique en partie pourquoi la franc-maçonnerie attire encore aujourd'hui des personnes de tous horizons et de toutes convictions. Un autre aspect important est la place de la franc-maçonnerie dans la société moderne. Malgré les critiques ou les malentendus, elle s'engage dans diverses œuvres caritatives et soutient des initiatives culturelles et éducatives. Elle joue un rôle discret mais tangible dans la promotion de la démocratie et des droits humains. Ce rôle s'exerce souvent à travers l'action de ses membres dans leur vie professionnelle et personnelle, plutôt que par des interventions publiques spectaculaires. D'où le caractère souvent invisible de cette influence, qui contribue néanmoins à façonner certaines valeurs contemporaines. Les accusations de secret excessif sont récurrentes à l'encontre des francs-maçons. Certes, certaines informations sont réservées aux initiés, mais il ne s'agit pas d'un secret destiné à exclure ou à manipuler, mais plutôt d'une confidentialité qui protège la sincérité et la liberté de pensée du groupe. La franc-maçonnerie refusant de se livrer à des démonstrations de pouvoir ou des jeux d'influence, elle cultive la discrétion comme une forme de respect envers ses principes et ses membres. Cette posture a peu à peu laissé place à une plus grande ouverture, avec la publication de nombreux ouvrages et la tenue parfois de réunions publiques pour mieux faire connaître leurs idées. Il est essentiel d'aborder la franc-maçonnerie avec une curiosité mesurée, en évitant les jugements hâtifs fondés sur des rumeurs ou des préjugés. Les francs-maçons eux-mêmes insistent sur la nécessité de penser par soi-même, sans accepter les dogmes ni les accusations infondées. La richesse de leur expérience provient justement de cette capacité à combiner tradition et modernité, réflexion personnelle et engagement collectif. La franc-maçonnerie ne prétend pas détenir la vérité absolue, mais elle offre un cadre dans lequel chacun peut chercher à l'approcher à sa manière, avec patience et humilité. Certains critiques estiment que la franc-maçonnerie est un vestige d'un autre temps, voire une organisation élitiste. Pourtant, lorsqu'on observe de près ces pratiques actuelles, on remarque une volonté affichée de s'adapter aux évolutions sociétales. L'accueil des femmes dans certaines obédiences, la diversité des territoires couverts et le dialogue interconfessionnel en sont des exemples concrets. Ce processus d'ouverture montre que la franc-maçonnerie ne se veut pas figée, mais en mouvement, consciente qu'elle doit répondre aux attentes d'un monde en perpétuelle transformation. En regardant l'histoire plus ancienne, on comprend aussi que la franc-maçonnerie a souvent joué un rôle discret dans des moments cruciaux. Que ce soit pendant des révolutions, des luttes pour les libertés ou des périodes de reconstruction sociale, les réseaux maçonniques ont parfois été des espaces de réflexion où se forgeaient des idées nouvelles. Néanmoins, cette influence est difficile à saisir dans sa totalité, et il est important de reconnaître que la franc-maçonnerie n'a jamais été un pouvoir politique en soi. Elle reste avant tout une association d'individus unis par des valeurs et un projet moral. Au fil du temps, un certain nombre de figures célèbres ont été francs-maçons, ce qui alimente parfois la fascination autour d'eux. Voltaire, Mozart, Benjamin Franklin et plus récemment des personnalités politiques ou artistiques ont fréquenté les loges. Cette présence a contribué à donner à la franc-maçonnerie une aura intellectuelle et humaniste. Pourtant, cela ne doit pas faire oublier que les francs-maçons sont des personnes ordinaires, inscrites dans leur contexte, qui utilisent ces espaces comme des lieux d'échange et de développement personnel. Il convient également de souligner que la franc-maçonnerie ne constitue pas un monopole du savoir ou de la sagesse. Beaucoup d'organisations adoptent des méthodes similaires, dans une recherche spirituelle ou philosophique. Ce qui fait la spécificité maçonnique est une certaine rigueur rituelle et symbolique, ainsi qu'une tradition historique qui se transmet par le biais d'enseignements oraux et d'expériences partagées. Cette dimension collective est essentielle
pour comprendre l'essence même de ces institutions, qui valorisent plus l'évolution personnelle que l'acquisition de pouvoir externe. La franc-maçonnerie aujourd'hui est donc un univers riche et complexe, souvent mal compris, mais fascinant par sa continuité et sa capacité d'adaptation. Plus qu'un secret à révéler, elle se présente comme une invitation à la réflexion sur soi et sur la société. Pour le curieux et l'observateur, elle réclame patience et distance, évitant les excès d'émotion ou de suspicion qui peuvent nuire à une approche objective. En gardant ce regard équilibré, il est possible d'appréhender cette tradition sous un angle nouveau, révélant une part de l'histoire culturelle et humaine qui perdure depuis plusieurs siècles. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'adhérer à toutes les idées maçonniques pour reconnaître leur rôle dans le paysage intellectuel et social actuel. La franc-maçonnerie, à travers ses loges et ses membres, reste un lieu de dialogue et de transmission, contribuant modestement mais sincèrement à l'évolution des pensées et des comportements. Loin des dérives sensationnalistes, elle doit être considérée avec un respect mesuré, comme un phénomène social qui mérite attention mais sans excès de passion ou d'hostilité. En conclusion, la franc-maçonnerie aujourd'hui est une institution vivante, marquée par son histoire mais tournée vers l'avenir. Elle offre un espace où la quête de sens peut s'exprimer dans un cadre structuré, encourageant l'ouverture d'esprit et l'échange d'idées. Cette démarche, qui privilégie la réflexion et la tolérance, s'inscrit pleinement dans les enjeux contemporains de pluralisme et de coexistence pacifique. À travers son héritage et son dynamisme actuel, la franc-maçonnerie continue de susciter la curiosité et le questionnement, invitant chacun à se faire une opinion éclairée bien au-delà des clichés. Il reste à aborder plus en détail certains aspects spécifiques dans la prochaine partie, où nous approfondirons les relations entre la franc-maçonnerie et les transformations sociales récentes. Cette exploration permettra de mieux comprendre les défis auxquels elle fait face et les réponses qu'elle propose dans un monde en constante évolution. Le chemin se poursuit donc, tout en gardant la conscience des valeurs et des traditions qui fondent cette communauté singulière.